Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Longtemps considéré comme un trou noir dans l'économie congolaise, le Grand Kasaï se met en ordre utile pour relancer la marche vers son développement intégral grâce à l'agriculture. C'est dans ce cadre que le Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'Institut international pour l'agriculture tropicale, en sigle IITA, ont organisé ce vendredi 19 mars 2021 à Kinshasa l'atelier de restitution et de validation de l'étude stratégique sur le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï. À travers cette étude stratégique, le FPI vise à accompagner de manière durable le développement des chaînes de valeur agricoles, animales et l'aquaculture dans la région du Kasaï. Menée par un pactole d'experts nationaux et étrangers venus de plusieurs horizons, cette étude confiée à l'IITA vise à proposer des orientations stratégiques pour le développement des chaînes de valeur agricoles ainsi que les opportunités d'affaires rentables en faveur des opérateurs économiques de la République démocratique du Congo. En clair, l'objectif est de contribuer au développement de l'agriculture dans les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï central, Lomami et Sankuru. Ainsi, le gouvernement pourra garantir la sécurité alimentaire, contribuer à la croissance économique de la région et assurer le ravitaillement de zones urbaines comme principalement les villes de Kinshasa, Kananga et Odo. Du haut de la tribune, les experts qui ont été sur le terrain ont présenté les grandes lignes de l'étude tout en explicitant la méthodologie appliquée, les résultats de l'enquête ainsi que les recommandations formulées. En résumé, l'auditoire qui était composé des hauts cadres du FPI, des experts indépendants ainsi que des conseillers principaux de la présidence de la République a retenu que cette étude stratégique est bâtie sur la période 2021-2030. Elle répond à un programme de développement de l'agriculture commerciale axé sur la demande avérée, appelant à une augmentation de la productivité, de la rentabilité et de la résilience des systèmes de production agricoles et alimentaires au Kasaï. Ainsi, la vision accordée à l'étude est de doter le Kasaï d'une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire et d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice de revenus stables et d'emplois décents à l'horizon 2030. Le coût total de la réalisation de ce programme issu de cette étude stratégique est évalué à 1,93 milliard de dollars américains, en intégrant aussi la mise en place des infrastructures, notamment le transport, l'énergie et l'approvisionnement en eau, qui constituent les investissements les plus importants. Dr Mpoko Bokanga, l'un des acteurs majeurs dans la conduite de cette étude, parle de la stratégie à mettre en place. Pour développer une stratégie, il faut d'abord savoir où on est, il faut savoir où on va. Où sommes-nous aujourd'hui, en 2020? Eh bien, les experts avec qui on a travaillé, ils ont fait des calculs et vous avez entendu dans les présentations, on a des rendements suffisamment des rendements faibles, moins d'une tonne à l'hectare, et on a une quantité de production qui n'est pas vraiment intéressante. À cause de ça, nous importons beaucoup. Mais où voulons-nous aller? Nous voudrions que dans 10 ans, la situation soit différente. Nous voudrions que dans 10 ans, voilà les rendements dont on sera en train de parler. Pour le maïs, 4 tonnes à l'hectare. Pour le manioc, 20 tonnes au lieu de 7. Pour le... Oh, il y a une erreur ici. On doit être à 4 tonnes par hectare pour le soja au lieu de 0,95. 50 tonnes au lieu de 5 pour la tomate. Pour le poisson, aujourd'hui, nous ne faisons que 375 tonnes par an. Mais nous pouvons aller dans cette région jusqu'à 24 000 tonnes en faisant au moins 8 tonnes à l'hectare. Mais aller de 2020 à 2030, ce n'est pas du gâteau.
Les défis sont grands. En ce qui concerne la population va passer dans la région de 9 millions à environ 13 millions. Donc une augmentation de 40%. Mais si vous voyez les augmentations ici, de là à là, c'est parfois même plus de 200%. Donc nous voudrions atteindre des niveaux de production qui dépassent les besoins de la population. Et c'est dans ces conditions-là qu'on aura des excès à commercialiser en dehors de la région. Et donc, avant de proposer une stratégie, il faut penser à une théorie du changement. Comment est-ce qu'on va changer? Le suivant. Eh bien, on a commencé à réfléchir sur les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur prioritaires, on les a identifiées. Il y a le maïs, le riz, le manioc, ainsi de suite. Mais si nous voulons intervenir isolément, chaîne de valeur par chaîne de valeur, on risque de trop nous dépenser en énergie. Il faut être un peu plus efficace. Donc nous avons essayé de voir des domaines qui sont communs à plusieurs chaînes de valeur. Et on en a identifié 5. Donc les semences. Une compagnie semencière peut produire des semences de maïs, des semences de riz, des semences de plusieurs semences. Donc, en ce qui concerne l'investisseur, vous pouvez investir sur un producteur de semences et ça va atteindre plusieurs chaînes de valeur. Les engrais, même chose. Vous investissez à la distribution d'engrais, on va fournir les engrais à toutes les chaînes de valeur. Mais vous voyez au milieu, les exploitations modernes et de grandes performances sont très importantes. Donc nous avons identifié des actions qui peuvent être menées. Et avec ces actions-là, on peut espérer qu'on va avoir un impact, n'est-ce pas? Prochain. Mais ce n'est pas si évident. Donc rien que mettre les actions en place ne garantit pas que vous aurez l'impact que vous cherchez. Parce qu'entre la décision de faire ces actions et l'impact, il y a un grand pas. Suivant. Donc, il faut formuler de bons projets sur lesquels on va investir. Il faut aussi que certaines hypothèses soient vérifiées. Par exemple, nous parlons de grandes fermes autour desquelles il y a des petits producteurs qui sont associés. L'hypothèse, c'est que nous allons établir des partenariats entre les grandes fermes et les petits producteurs. Ce n'est pas évident. Donc il faudra qu'on s'assure que cette hypothèse est vérifiée. Il faut aussi des prérequis. Il faut un environnement des affaires qui est favorable au développement de l'agro-industrie. Donc quand on investit dans ces actions-là, il faut s'assurer que les prérequis sont disponibles. Suivant. Et il faut bien cibler les interventions. Dans ce cas-ci, nous proposons qu'il faut cibler les PME. Mais il faut que des PME qui ont une bonne gestion, qui savent gérer leurs finances et qui ont accès aux technologies. Mais il faut aussi vous occuper des coopératives ou des associations de producteurs. Parce qu'on ne peut pas atteindre les petits producteurs individuellement, mais s'ils sont en association, on les atteint mieux. Mais ils doivent être enregistrés, ils doivent avoir une bonne gouvernance, ils doivent être spécialisés dans un domaine donné. Comme ça, ils peuvent être performants. Il y a des institutions publiques responsables de la réglementation, des politiques d'appui, du climat des affaires. Il faut travailler avec ces institutions pour que les investissements puissent payer. Et puis, nous pensons que les investissements du FPI ne seront pas suffisants pour déclencher ou pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Il faudrait associer d'autres investisseurs, et pour associer ces investisseurs, il faut qu'ils aient confiance dans le programme qui est mis en œuvre. Suivant. Alors, si tout marche bien, on aura les résultats escomptés, on aura des grandes exploitations qui fédèrent les petits producteurs et qui résultent dans une grande production agricole qui est transformée, la valeur est ajoutée et on crée des emplois, on crée la richesse dans la région. Et on va trouver que les banques commerciales qui aujourd'hui hésitent à financer l'agriculture, en voyant que c'est un secteur rentable,
ces banques commerciales seront les premiers à aller vers le financement de l'agriculture. Nous avons vu ça dans plusieurs pays. Je citerai par exemple le Kenya. Et Equity Bank, qui est ici, a commencé comme une banque de financement des petits producteurs. Aujourd'hui, c'est la plus grande banque au Kenya. Elle est en train de devenir la plus grande banque en RDC. Suivant. Et donc, c'est après ces résultats qu'on peut maintenant commencer à voir l'impact, l'accroissement des transactions commerciales, réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire accrue, puisqu'il y a beaucoup d'aliments qui sont produits localement et non importés, et réduction du chômage, parce que beaucoup de gens vont trouver du travail. Donc ça, c'est le cadre logique, si vous voulez, où il y a des activités que nous pouvons contrôler, parce que nous les mettons en œuvre. Il y a des activités où nous pouvons influencer, et une des grandes opportunités des FPI est que c'est une institution nationale, donc elle peut facilement influencer les politiques nationales. Avec ce cadre, nous avons formulé une stratégie qui, d'après notre estimation, l'analyse financière qui a été conduite, nécessitera un investissement d'à peu près 1,9 milliard de dollars, mais sur une période de 2 ans, de 10 ans, comme on l'a expliqué pendant la méthodologie. Et cette stratégie repose sur 5 piliers, 5 axes de développement stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier axe, c'est investir dans la disponibilité et l'accès aux semences, aux alevins, aux races d'élevage, pour permettre à l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture de se développer. Deuxième axe, il faut investir dans la disponibilisation des engrais, parce qu'il faut nourrir le sol, des aliments pour poissons, pour animaux, pour pouvoir maximiser la productivité de la production végétale, animale et piscicole. Le troisième axe, est vraiment le plus important, vous le verrez, c'est investir dans les meilleures pratiques agricoles. Et ça se fait mieux avec des grands exploitants qui sont associés aux petits producteurs. Ce sont des modèles qui ont réussi dans beaucoup de pays et dans presque tous les pays qui ont développé l'agriculture. Ils ont basé leur développement sur ce partenariat entre les grands exploitants et les petits exploitants. Enfin, il faut s'assurer qu'il y a un système de marché qui est favorable aux échanges commerciaux sur la base des produits agricoles. Et le cinquième axe, comme on vient de l'entendre, l'infrastructure. On doit avoir des infrastructures agricoles qui soutiennent le développement de l'agriculture. J'aimerais dire ici que le FPI a une position idéale pour jouer un rôle catalytique. Nous ne pensons pas que le FPI pourra financer tout le programme, mais il peut servir de catalyseur pour permettre aux autres investisseurs d'entrer. Suivant. Nous savons que dans le financement du développement, il y a plusieurs mécanismes d'investissement. Il y a l'aide au développement, avec des agences des différents bailleurs de fonds. Il y a les prêts du secteur public auprès des banques de développement. Il y a aussi les investissements du secteur privé. Eh bien, dernièrement, j'ai eu à entrer en contact avec des responsables des fonds d'investissement, en anglais les Private Equity Funds, et notamment le Kuramo Capital Management Fund. C'est un fonds d'investissement basé aux États-Unis, mais qui a une vocation d'investir en Afrique pour permettre aux Africains de devenir propriétaires d'industries de toutes sortes. Et dans leur présentation, peut-être la diapositive suivante sera plus claire, ils ont montré que les objectifs de développement durable nécessitent un financement de, ça c'est 6 000 milliards de dollars. Les agences de financement du développement et les bailleurs de fonds n'ont que 62 milliards de dollars de disponibles.
contre des besoins de 6 000 milliards. Donc ce n'est pas suffisant pour financer le développement durable. Mais par contre, les capitaux privés, annuellement, mettent en place plus de 270 000 milliards. Donc il y a une quantité énorme de financement qui est disponible dans le secteur privé. Je crois que le FPI peut jouer un rôle catalytique pour faciliter la venue de ces capitaux pour renforcer les investissements dans le secteur agricole. Mais ça ne se fera pas automatiquement. Je vais terminer par cette diapositive qui est un peu le cadre de suivi et d'évaluation qui est similaire, qui a la même logique que la théorie du changement, donc avec les sphères de contrôle, les sphères d'influence et les sphères d'intérêt. Dans le sphère de contrôle, nous avons identifié les 5 domaines d'investissement. Eh bien, nous devrions pouvoir identifier des indicateurs de performance clés. Ici, qui peuvent être, par exemple, pour savoir que vous êtes en train d'évoluer dans cet axe, vous pouvez mesurer la quantité de semences certifiées qui est vendue. Vous pouvez mesurer le nombre de poussins ou dans le vin vendu, le nombre d'entreprises financières. Donc, il y a des critères qu'on peut mettre en place, clés, pour mesurer que le programme est en train d'être exécuté correctement. Et au niveau des résultats, on peut se fixer des cibles. C'est-à-dire que d'ici 2025, par exemple, nous voudrions qu'un certain pourcentage de producteurs soient en train d'utiliser des engrais ou des semences qui ont été achetées, des semences améliorées. Même chose pour l'axe 2, on peut se fixer des cibles pour l'utilisation des engrais. On peut se fixer des cibles pour l'axe 3 en ce qui concerne le pourcentage des terres qui seront sous exploitation moderne et la capacité agroalimentaire totale. Dans l'axe 4, on peut se fixer aussi des cibles pour le pourcentage de production qui sera exporté en dehors de la région. Et enfin, on peut se fixer aussi un pourcentage d'amélioration des routes pour soutenir toute la stratégie. Alors, vous remarquerez que nous n'avons pas mis des chiffres parce que ceci nécessite une consultation étroite entre le promoteur du programme, le FPI, mais les institutions publiques et les parties prenantes afin d'avoir des cibles qui sont réalistes. Et au niveau de l'impact, maintenant, on peut aussi avoir des critères. Par exemple, les quantités de denrées qui ont été exportées en dehors de la région. Le nombre de personnes vivant dans l'insécurité alimentaire doit diminuer d'un certain pourcentage et le revenu moyen des ménages devrait atteindre un certain pourcentage. Nous avons, au cours de l'étude, identifié des données qui peuvent servir de données de base sur lesquelles on pourra comparer 5 années plus tard quel est le progrès, ou manque de progrès, qui aura été effectué grâce à l'intervention qui est proposée. Avec ça, je vous remercie. Chers participants, nous voulons remercier nos panélistes pour les exposés qu'ils ont faits. Nous voulons donner une corrélation qui existe entre l'émission du Fonds de promotion de l'industrie et les présentations qui ont été faites. Nous avons eu une présentation sur la méthodologie. Celle-ci a montré un peu comment on a mis en œuvre l'étude et comment elle a été exécutée sur le terrain. Et nous avons la deuxième présentation qui a résumé la situation de chaîne de valeur agricole. Et là, quand nous allons dans l'article 2 du décret créant Fonds de promotion de l'industrie, le premier alinéa, il est dit que
Le fonds doit financer la production des matières premières destinées à l'industrie locale, celle des produits locaux manufacturés, concurrents aux biens importés, ainsi que les projets des secteurs de l'agriculture. Et c'est là que nous avons puisé la deuxième présentation qui parle de chaîne de valeur agricole. Le deuxième alinéa du Fonds de promotion de l'industrie, c'est de financer la construction et ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones des projets financés par le fonds. Et c'est là que mon complice sur les infrastructures nous a fait la présentation sur les investissements dans les infrastructures structurantes. Un des chefs de gouvernement faisait une instruction au Fonds de promotion de l'industrie disant « Désormais, l'essentiel de la taxe doit financer les infrastructures structurantes et industrialisantes avec un effet propagateur sur l'agriculture. » L'idéal pour nous, c'est que le rapport final ne sera plus seulement ITA, production ITA, ça sera production ITA plus les participants. Cette présentation faite dans le style d'une vraie séance académique devant plusieurs invités, représentants de plusieurs institutions, notamment l'Université de Lubumbashi et la présidence de la République, a révélé que l'étude va par ailleurs renforcer l'efficacité des interventions du FPI dans le Kasaï pour une plus grande contribution au développement économique du pays. Tous ont salué l'approche méthodologique de la vision managériale du FPI. Vous pensez bien que je suis très intéressée par tout ce qui se passe ici. En même temps, j'apprends. Mais tout ce que je peux dire, parce que je sais que ma collègue Julie en dira un peu plus, l'avantage d'être juriste, mes collègues professeurs, c'est qu'on vous a à l'œil, tous. Je vous ai à l'œil. Parce que rien ne peut se faire sans le respect de la loi. Une loi qui peut évidemment s'améliorer. Comme quand vous dites sol et sous-sol appartient à l'État congolais, vous avez tout à fait raison. Mais on peut évoluer en tenant compte justement de l'évolution sociale, de la société. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il faut garder aussi à l'œil, c'est que la loi dite foncière est une loi qui avait été créée dans des termes clairs, mais qui, tout au long de l'application, a été tordue, a été complètement tiraillée, écartelée par les intérêts du moment de cette époque-là. De sorte que le désordre que nous connaissons aujourd'hui en matière foncière fait que c'est le meilleur ou le plus fort qui gagne. Et je suis très bien placé pour le dire. Je ne vis que ça comme dossier au niveau de la présidence. Mais ce n'est pas fatal. On peut s'en sortir. J'ai eu le bonheur de donner quelques cours de droit foncier, un cours de droit foncier à l'université Loyola à Kimwenza là-bas, où les étudiants n'arrêtaient pas de me dire « Mais madame, tout ce que vous nous racontez, c'est du blablabla. » Non, je vous assure, c'est du blabla. Pourquoi? Parce que ce que vous dites, en théorie, certificat d'enregistrement, les lopas, les carrés de terre, le foncier, l'agriculture et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en réalité. Et il avait raison, l'étudiant. Il avait raison, parce que, comment voulez-vous que la théorie ne s'adapte pas à la réalité? C'est un non-sens, c'est dichotomique. Et puisque c'est dichotomique, il faut tout faire pour que l'harmonie revienne. Et l'harmonie revient comment? C'est simplement en donnant la bonne information, en expliquant aux personnes concernées par la loi, voilà désormais ce qu'il faut faire. Et que le certificat d'enregistrement qu'on donne pour un lopin de terre ne soit pas le même qu'on donne à une autre personne simplement parce qu'on l'aura retourné à l'envers. Et ça, je suis désolée, je le dis, mais je ne rigole pas. Parce que c'est des réalités qu'on connaît, mais, comme je l'ai dit, c'est des réalités qui ne sont pas insurmontables. Donc,
c'est bien de faire tout ce qu'on fait, mais veillez, s'il vous plaît, à ce que le respect de la loi soit un réflexe et sûrement pas des petits arrangements entre copains, simplement parce qu'on a besoin de ce repas. L'agriculture est une, j'allais pas dire denrée, est une réalité tellement importante aujourd'hui au Congo, et vous voyez que ça a tendance à délaisser le secteur minier, mais il vous talonne quand même. Je l'ai entendu ici. Il vous talonne. Et puisqu'il talonne, il faut maintenant que réellement on puisse lâcher la Kalachnikov dans les guerres. Non, c'est vrai. Lâcher les gros intérêts miniers pour prendre la houe, la bêche, la pelle, le râteau, pour montrer qu'effectivement, c'est là que ça commence et le développement est réellement là. Je vais donc m'arrêter là en vous disant, simplement, je vous ai tous à l'œil. Alors, il se fait que la RDC a accepté de participer au sommet qui se fait aux Nations Unies en septembre sur les systèmes alimentaires. Donc, il s'agira donc d'aller au-delà du diagnostic et venir avec des politiques et des stratégies qui permettront donc d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, c'est un réel plaisir pour moi particulièrement de participer à cet atelier de très haut niveau, où je vois déjà de la matière, mais vraiment consistante, qui répondra donc à ce système alimentaire qui est attendu du pays. Et donc, je note déjà l'ITA comme partie prenante, et je vous inscris sur la liste déjà, comme les personnes ressources pour ce sommet. Donc, dans les très prochains jours, on va organiser des concertations nationales où on invitera toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur au niveau alimentaire, pour les problèmes de la faim, les problèmes aussi nutritionnels, qui vont permettre donc on va donc se rencontrer autour de toutes ces thématiques pour permettre au pays donc de définir et donc sa politique et ses stratégies en vue donc de résoudre le problème de la faim et de la malnutrition. D'autres interventions des experts indépendants faites au cours de cette journée de restitution ont ressorti quelques opportunités d'investissement que pourront engendrer cette étude stratégique, notamment l'investissement dans l'aquaculture, dans la viculture, dans la chaîne de valeur de manioc, la production de maïs à grande échelle et la création de la valeur ajoutée. Le FPI, à lui seul, peut ne pas répondre à tout le besoin de financement, mais devrait être un catalyseur de financement innovant pouvant attirer des investisseurs privés, des investisseurs d'impact, des institutions de financement du développement et d'autres partenaires internationaux de développement de la République démocratique du Congo, notamment les donateurs et bilatéraux. Ces investissements devraient être axés sur le genre et l'inclusion de jeunes, a déclaré le directeur général du FPI, Patrice Kitebi. Et nous, en tant qu'institution de financement, nous allons les intégrer, bien entendu, monsieur le directeur Omari, dans notre politique de financement. Mais non, il ne faut pas que cette étude reste là aussi pour aller juste meubler nos bibliothèques. Il faut que nous utilisions les recommandations de cette étude pour que ça devienne un élément de formulation de politique publique, y compris en ce qui nous concerne du financement et des accompagnements que nous devons apporter au secteur agricole. Cela étant dit, vous avez entendu, M. Zoumana, et tous les experts que je remercie de manière exceptionnellement vibrante pour la qualité du travail, les inputs qui viennent de différents participants et qui doivent être pris en considération pour compléter l'étude. Il y a 5 axes stratégiques qui ont été arrêtés. On a beaucoup insisté pour que la communication devienne probablement un axe ou une composante d'un des axes. On a beaucoup insisté sur la nécessité de ne pas occulter l'importance de l'axe politique, qui est un élément stratégique pour notamment l'opérationnalisation des préconisations qui sont issues de cette étude.
Pour notre part, nous voulons faire 2 ou 3 demandes, disons quelques demandes additionnelles. Premièrement, il nous faut, une fois que les commentaires ont été pris en compte et que la version finale de l'étude est faite, on a besoin, dans le cadre de notre bon partenariat, que l'ITA nous prépare un mémoire d'identification d'un programme de développement agricole et agro-industriel dans l'espace Grand Kasaï. Ça, c'est important, mais ce mémoire doit comporter un certain nombre d'éléments qui sont déjà dans l'étude, mais qui peut-être devraient faire l'objet d'un affinement, notamment le cadre logique du programme doit être clairement établi, le cadre des résultats doit être aussi clairement établi, et de suivi, évaluation du programme. Les valeurs de référence doivent aussi être mentionnées. Nous avons une stratégie sur 10 ans, séquencée en 3 phases. La première phase doit être assortie des indicateurs de résultats. Vous les avez appelés IPC, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas. La deuxième phase et la troisième phase. En termes, parce que vous avez parlé de la théorie de changement, nous devons avoir une image claire aujourd'hui de ce que nous voulons voir dans 10 ans, une fois que nous aurons mis en œuvre, n'est-ce pas, toutes les recommandations, toutes les préconisations qui sont issues de cette étude-là. Et une autre observation importante, quand je vois les 1,9 milliard de coûts du programme total, il y a certains projets, et je voudrais demander que mes équipes travaillent aussi avec les équipes de ITA pour apporter certains collectifs. Par exemple, la centrale hydroélectrique de Chibassa, ce n'est pas 2,5 MW, c'est 50 MW. Et le coût estimatif n'est pas de 20 millions, mais il est autour de 130 à 150 millions de dollars. Ça, c'est un élément important. Il y a comme ça un certain nombre de choses. La troisième chose, c'est que cette étude doit devenir un document de référence. Je sais qu'il y a eu une participation très active des experts anglophones, mais il y a parfois des problèmes de traduction. Là où, dans certains cas, on parle de fourniture, on a parfois utilisé provision. Là, on a parlé de collecte des informations ou des données, on parle de collection. Ce qui fait que parfois, il y a comme ça un certain nombre de choses, docteur, qu'il faudrait regarder. Bon, il y a aussi quand même quelques petites fautes sur le plan de la forme qu'il faut retoucher pour que ce document soit un document de référence vendable internationalement également. Enfin, moi je suis la grand-mère qui ne comprend pas grand-chose. Et quelqu'un, un expert de la Banque mondiale, je crois, il disait, si vous avez, vous, un expert de très haut niveau, fait un travail et que vous l'avez expliqué à la grand-mère, et la grand-mère n'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. Ce que je voudrais dire, c'est que probablement, on va avoir besoin d'une petite note qui schématise un peu aussi bien le constat en termes de diagnostic et toutes les propositions qui ont été faites, qui deviendraient un document, disons, de consultation relativement rapide et de communication pour aussi bien les autorités que le grand public, pour qu'on comprenne, parce que cette étude doit être mise en application, et la mise en application de cette étude, pour qu'elle produise des résultats et les transformations et le changement que vous avez évoqués, il faut que nous puissions individuellement et collectivement nous en approprier. Donc on a besoin d'une bonne petite synthèse qui permette de vendre le projet. J'ai dit, et je vous remercie tous pour votre participation active à ce séminaire. Du côté de l'ITA qui a mené cette étude, on croit fermement en la volonté du FPI
qui veut renforcer l'efficacité de ses interventions pour une plus grande contribution au développement économique du pays. Dr Zoumana Bamba, il est le représentant résident de l'ITA en RDC. Nous avons apporté un apport technique dans le cadre de l'étude parce que nous sommes une institution de recherche et de développement agricole. C'est-à-dire que notre mandat, c'est d'aider les pays à transformer leur agriculture, c'est-à-dire pour sortir de l'agriculture de subsistance vers l'agriculture commerciale. Et pour cela, nous avons développé une expertise pour les études de chaînes de valeur, pour l'introduction des technologies. Donc dans ce cadre-là, nous avons vraiment fait l'étude avec nos experts et durant plusieurs mois dans le Kasaï pour produire ce document pour guider les actions du FPI. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre d'études, on l'a fait dans d'autres pays. Et quand nous avons été approchés par le FPI, pour nous c'était vraiment avec beaucoup de joie et d'honneur parce que c'était pour nous une façon aussi de démontrer et de montrer qu'est-ce que nous pouvons apporter comme institution d'assistance technique pour la transformation de l'agriculture au Congo. Dans le cadre de cette étude, notre stratégie sera de continuer à travailler avec le FPI ou d'autres institutions au Congo, mais aussi continuer à faire ce que nous avons à faire. Nous avons développé des technologies, par exemple des semences améliorées, de transformation des produits agricoles, de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. Donc nous allons continuer toutes ces activités et nous allons soutenir le FPI dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Vous savez, l'agriculture emploie 60 à 70% de la population, donc c'est le secteur où il y a le plus de population. Si vous investissez dans ce secteur, vous transformez la vie de 60 à 70% de la population. Donc si le FPI et d'autres bailleurs de fonds investissent dans ce secteur, ça va changer complètement la façon les conditions de vie dans la région. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le DG l'a mentionné. On sait que les jeunes ne sont pas tellement intéressés par l'agriculture, mais le secteur agricole, il y a beaucoup de choses. Tout ce que nous buvons, nous mangeons, que ce soit les céréales, les huiles, le lait, tout ça, c'est l'agriculture. Donc, il faut qu'on arrive à changer la mentalité des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser au secteur agricole et faire en sorte que ce secteur soit un secteur porteur d'opportunités économiques et de génération d'emplois. J'ai vu un engagement au niveau du FPI pour concrétiser ce projet. Et je prends l'exemple du projet Poisson que nous avons déjà mis que nous sommes en train de mettre en place d'ailleurs dans le site Kivu avec le FPI. Et ce projet a eu beaucoup de succès et ça a aidé les jeunes à créer de l'emploi, ça est en train d'entraîner. Il y a un effet d'entraînement, il y a même le secteur privé qui est en train de s'y intéresser. J'ai vu au niveau du FPI un engagement pour jouer ce rôle de catalyseur et pour faire en sorte que d'autres bailleurs de fonds les rejoignent pour financer toutes ces filières. Signalons par ailleurs que le FPI est déjà sur plusieurs projets au Kasaï dans le cadre d'appui au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé en octobre 2019. Ce programme qui vise à sortir de la pauvreté 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires du pays. Aussi, depuis plus d'une année, le FPI a financé plusieurs projets de renforcement des capacités du transport fluvial dans le but de renforcer le flux des échanges économiques entre les provinces en vue de déboucher sur l'intégration de l'espace économique national. En demandant cette étude, le FPI avait besoin d'avoir un éclairage sur les potentialités, mais aussi sur les contraintes qui se manifestent sur le terrain et par conséquent les intégrer dans sa politique de financement pour financer mieux les projets en République démocratique du Congo. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.